Poste de grand rabbin de France. Nous recevons ce soir le rabbin Chaim Corsia. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Le 22 juin prochain aura lieu l'élection du grand rabbin de France, plus d'un an après la démission du grand rabbin Gilles Bernheim, poste important, à la fois civil et religieux. Le grand rabbin de France n'est pas seulement la représentation religieuse de la communauté juive, il est aussi la référence spirituelle du judaïsme français pour la société civile. Et en ces temps où l'actualité tragique confine à l'inquiétude, voire à l'angoisse des juifs de France et d'Europe, on voit combien manque une voix juive en France qui donne à penser, qui explique et qui propose. Chaim Corsia, vous êtes donc candidat. Je rappelle que vous êtes aumônier général israélite des armées de l'école polytechnique, administrateur du Souvenir français et ancien membre du comité consultatif national d'éthique. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à cette élection ? Ça fait 30 ans que je connais le judaïsme français, que je le sers. J'ai commencé dans des petites communautés en banlieue parisienne, j'ai poursuivi dans des petites communautés en province, puis à Reims, qui est une ville de province moyenne. Dans cette ville, j'ai construit un mikvé, on a redonné vie à cette ville où il y avait un vrai besoin, une attente. Et je me suis rendu compte à quel point la communauté juive devenait plus forte quand elle était soudée à la communauté locale, c'est-à-dire insérée dans un environnement sans rupture. Et on le sent d'autant plus aujourd'hui où il y a ce sentiment que d'autres nous renvoient. D'ailleurs, d'abord, il y a la menace antisémite qui devient réelle, dangereuse, gravissime. Et il y a ce sentiment qu'on ne fait pas les choses comme les autres. Quand des journalistes ou nos voisins, nos collègues de travail nous renvoient à la figure le fait qu'on mange des bêtes saignées, que ça renvoie à un acte barbare, la circoncision, toutes ces dégradations de l'image du judaïsme deviennent intolérables. Et quand ensuite je suis venu à Paris, après Reims, et que j'ai travaillé auprès du grand rabbin de France, auprès du grand rabbin Citruc, puis ensuite auprès du grand rabbin Bernheim, puis dans ce que je fais tous les jours, au cœur des armées, je vois bien l'importance de porter une parole de Torah, une parole de Bible, des textes, à l'ensemble de la société qui attend cela aussi de nous. Et c'est la grandeur d'ailleurs de la laïcité à la française, que de donner à chacune des sensibilités religieuses la capacité de s'exprimer. On voit bien aujourd'hui à quel point il est vital d'être capable de décrypter les mots. Je vais vous donner un exemple parce que est-ce qu'on peut penser à autre chose qu'au massacre des Juifs de Bruxelles? On va y revenir. On va y revenir dans un instant. Vous montrer avec cet exemple-là très précis. Quand dans une grande radio nationale, un journaliste dit de bonne foi, le coupable est soit un antisémite, soit un déséquilibré, il faut qu'il y ait quelqu'un capable d'entendre cela et de dire sur la même radio ou ailleurs, quand on dit que la personne est soit antisémite, soit déséquilibrée, c'est qu'on dit déjà que le meurtrier antisémite n'est pas déséquilibré, que l'antisémitisme n'est pas un grave déséquilibre. C'est-à-dire que même incidemment, inconsciemment, c'est exactement comme qu'on parle de victimes innocentes, qu'on parle de victimes non juives dans l'attentat de la rue Copernic. C'est quelque chose qui est important pour qu'une voix, une parole, avec d'autres le font avec talent, mais la dimension religieuse, celle qui s'appuie sur les textes, doit être aussi présente, et c'est ce que porte aussi le grand rabbin de France. Alors justement, comment voyez-vous le poste de grand rabbin de France et quelles doivent être, selon vous, ses prérogatives, son rôle et son engagement ? C'est pas une question de prérogative, il faut penser en termes de devoir, de mission. Le grand rabbin de France est inséré dans le consistoire, il porte avec le conseil, le bureau, le président du consistoire, la volonté de faire des synagogues un lieu où les gens se retrouvent. On porte une dimension religieuse, spirituelle. Le consistoire et le grand rabbin gèrent l'ensemble de la vie juive au quotidien. C'est-à-dire tous les actes, les mariages, les divorces, les naissances, les décès, les inhumations, les transferts, le statut personnel, tout ce qui fait le quotidien des rabbins se construit dans une politique générale définie normalement par le consistoire et le grand rabbin. Le grand rabbin de France pilote les rabbins, il est avant tout le rabbin des rabbins, c'est-à-dire celui qui essaye de donner un mouvement, d'impulser un élan, celui qui donne la cohérence à l'action de chacun des rabbins. On voit bien que quand il y a un grand rabbin capable de faire cela, on trouve de la cohérence dans les actions des uns des autres. Il y a des talents extraordinaires dans le rabbinat français, sauf que chacun réussit des choses dans sa ville et on ne partage pas ses expériences. Je trouve
dommage de ne pas capitaliser ça, de ne pas faire fonctionner les rabbins et les communautés, les présidents de communautés qui défendent partout en France un judaïsme présent, vivant. Il faut faire fonctionner ça en réseau, et c'est aussi le travail du Grand Rabbin de France, pas seulement le sien, parce que le consistoire a un rôle important, et d'autres ont un rôle important, mais sur le terrain des synagogues, c'est l'ambition première d'un Grand Rabbin que de faire revenir tous les juifs, tous ceux qui se sentent touchés, ou ceux qui ne sont pas touchés, les déçus, les sceptiques, ceux qui s'estiment, eux, loin de la foi. Mais il ne faut pas leur fermer la porte. Et je vais vous dire pourquoi il ne faut pas leur fermer la porte, parce que c'est avec eux qu'on va renforcer notre communauté juive de France. Il y a des gisements, des centaines, il y a des centaines de milliers de juifs qui ne connaissent plus le chemin de la synagogue. Il faut qu'on leur redonne le sentiment que leur place est aussi au cœur des synagogues. Alors, je le disais, l'actualité tragique de ces derniers jours, comme le résultat des élections européennes, méritait beaucoup plus que les traditionnelles condamnations et inquiétudes des responsables communautaires, et c'est le rôle, peut-être aussi, du Grand Rabbin de France que d'y répondre. Alors, sur l'attentat terroriste et antisémite au musée juif de Bruxelles, qui a fait 4 morts, après la tuerie de Toulouse, la mort d'Ilan Halimi en France, que nous dites-vous ce soir ? J'ai le sentiment que la société commence à avoir un seuil d'acceptabilité. C'est-à-dire que à partir de tant de morts par an, on va juger que c'est inadmissible. C'est gravissime. Quand les faits se répètent, alors évidemment, vous l'avez très justement dit, il y a des indignations, mais des indignations étranges. C'est étonnant, par exemple, que tel ou tel refuse de parler d'antisémitisme, alors que c'est évidemment un acte antisémite. Antisémite au sens qui vise des juifs dans un établissement juif. Je ne vois pas pourquoi on hésite à dire les choses telles qu'elles sont. Et quand on commence à hésiter à appeler les choses par leur nom, alors on a une société du déni, et je crois que c'est très grave d'entrer dans cette logique où finalement on accepte les choses. Voilà, ce serait un tribut à payer à la modernité, ce serait un tribut à payer à la haine des autres. C'est quelque chose qu'on ne doit pas accepter, et les décisions du gouvernement en France d'augmenter la sécurité est une décision bienvenue. Je crois qu'il faut absolument rassurer la communauté juive, chacune et chacun des juifs de France, que le gouvernement fait tout ce qu'il faut pour empêcher que ça puisse exister en France, se reproduire en France, parce que c'est déjà arrivé. N'oublions pas que c'est déjà arrivé, malheureusement, à plusieurs reprises. Les élections européennes ont vu en France comme en Europe une montée des nationalismes et des partis d'extrême droite. La communauté juive de France est la plus importante d'Europe, et à ce titre, le Grand Rabbin de France est une voix écoutée. Ces résultats sont-ils inquiétants pour les juifs d'Europe et pour les juifs de France ? Ils sont inquiétants pas exclusivement pour les juifs, ils sont inquiétants pour la démocratie. Ce sont des partis anti-européens qui investissent l'Europe. Ce sont des partis qui veulent casser l'Europe dans ce qu'elle propose, en tout cas dans l'idéal qu'elle propose, que le quotidien soit compliqué, soit pas à la hauteur des attentes, incontestablement. Mais en même temps, est-ce qu'on peut casser le projet européen en disant on n'en veut pas voter pour nous, pour les européennes, et nous on va casser ce pourquoi on est là. C'est impensable et c'est incompréhensible. Je vais probablement, d'ici quelques jours, écrire un texte, parce que je crois qu'il faut écrire les choses et mettre une proposition que chacun pourra discuter. Réfléchissons en rabbin, si vous permettez. Les mitzvot, les commandements, sont obligatoires. C'est étrange ce que je vous dis, mais c'est obligatoire. Et le Talmud va même jusqu'à dire, en hébreu, pour vos auditeurs qui comprennent l'hébreu, Gadol mi shemetzuve veose. Il y a plus de mérite à être obligé de faire quelque chose et de le faire que de ne pas être obligé et de le faire. C'est contraire à tout ce qu'on peut penser. Nous, on a le sentiment que si on est libre de faire ou de ne pas faire, on a un grand mérite de faire, puisque je ne suis pas obligé. Eh bien non, le Talmud dit non. Je crois qu'il faut mettre un contenu concret dans une loi qui est complètement oubliée en France. En France, les élections sont obligatoires. Le vote est obligatoire. Vous devez voter. Mais il n'y a pas de sanction. Et je pense qu'il faudrait rendre le vote obligatoire, ce qui rendrait déjà beaucoup moins importante l'abstention, donc ce qui baisserait mécaniquement les pourcentages des partis qui ne jouent pas les jeux démocratiques, parce que le malheur, c'est que ce sont les gens qui sont contre, qui sont contre, qui s'investissent le plus dans le vote. Et il faut vraiment revenir, en tout cas proposer cette idée, qui consiste à dire, on va rendre obligatoire, et on va sanctionner ceux qui ne votent pas, pour qu'on augmente les participations, et donc que les votes soient plus représentatifs de la réalité de la volonté des citoyens. Maintenant, ceci dit, il faut absolument combattre les idées de rejet, les idées d'enfermement, et ne croyons pas que nous ne sommes pas les premières cibles.
le judaïsme est toujours la cible, peu importe qui est visé en tête. Un parti, un mouvement, des personnes qui discriminent qui que ce soit, à la fin, ça retombera sur nous. Et il ne faut pas encourager un système, il ne faut même pas trouver que le moindre bien a un système dangereux pour la démocratie et la société en France. Haïm Corsia, la récente affaire du Guet a fait couler beaucoup d'encre, aussi bien dans la presse juive que nationale. Est-ce que vous auriez demandé, si vous étiez en poste, une enquête interne ? La question n'est pas là. La question est que, de manière générale, on doit préserver la dignité des femmes qui se sentent pas aidées, pas accompagnées. Et pourtant, je peux vous dire que je connais les rabbins, en particulier un rabbin qui s'occupait de cette affaire. C'est quelqu'un qui a toujours défendu autant que faire se peut les femmes, et il y a des dizaines et des dizaines de femmes qui lui doivent l'obtention de l'enquête. Mais on doit entendre cette demande des femmes d'être mieux comprises, mieux épaulées, mieux écoutées. Et la bad din, c'est de ne pas s'immiscer dans quelque chose qui se passe entre un ex-mari et une ex-épouse. Maintenant, de manière évidente, il faut que le bad din soit irréprochable. Il l'est en général. Et vraiment, cette affaire difficile, lourde, terrible, nous appelle à voir nos procédures et à voir comment des gestes qui nous paraissent évidents peuvent être mal compris, mal interprétés. Il faut impérativement qu'on ait un process et qu'on respecte des règles de fonctionnement interne. En général, c'est ce qui se passe au Beit Din de Paris. Haïm Corsia, les élections... Mais juste, pour revenir sur cette question, la dignité des femmes, je veux vous dire que dans l'aumônerie israélite des armées, j'ai tenu à ce qu'il y ait aussi des femmes aumôniers. Il y en a 2 maintenant, parce que c'est une sensibilité qui doit s'exprimer. Quand une femme militaire a besoin du soutien d'un aumônier, elle a aussi besoin du soutien, de la compréhension qu'une femme peut lui apporter. Pas parce qu'une femme est mieux ou moins bien qu'un homme, mais parce que la spécificité qu'elle apporte, elle doit aussi l'apporter dans cette vocation. Et dans la communauté juive, on voit bien, des femmes s'investissent dans les communautés, des femmes s'investissent dans les conseils d'administration, des femmes s'investissent pour transmettre la Torah, transmettre le judaïsme comme professeur de Talmud Torah, comme dans toutes les activités. Il est normal qu'on tienne compte de cela et qu'on accompagne ce besoin des femmes de s'investir, y compris par exemple dans l'étude. Et moi je suis très attaché à ce que les femmes puissent étudier la Torah. Lors de la présentation des candidats devant le consistoire central, vous avez signé, comme les 9 autres candidats, un document qui, disons-le, retire beaucoup d'autonomie au futur grand rabbin de France. C'est la vision que vous avez de ce poste ? Je n'ai pas senti que c'était un document qui retirait quoi que ce soit comme pouvoir prérogative ou quoi. Je crois que c'est un document qui a anticipé sur les éventuels conflits, qui a rappelé des règles, mais qui sont finalement à peu près la copie conforme des statuts. De toute manière, je crois que l'enjeu n'est pas de savoir qu'est-ce qu'on va avoir comme moyen, mais quel est le projet. Et de ce point de vue-là, les rencontres qu'on fait dans cette campagne, qui consistent à aller voir les votants, aller voir les communautés, je trouve que c'est extraordinaire. On rencontre des femmes et des hommes qui se dévouent pour faire vivre le judaïsme, parfois dans des petites communautés. Mais quand il y a besoin d'un débat, quand il y a besoin d'une présence du judaïsme, c'est eux qu'on sollicite. Et ces présidents et ces rabbins qui sont parfois dans des situations compliquées, de solitude, d'isolement, il faut impérativement leur apporter un soutien, leur apporter une aide. Et je crois que c'est l'une des fonctions premières du Grand Rabbin de France. Haïm Corsia, on entend ici ou là des soucis de plagiat concernant l'un de vos livres. Qu'avez-vous envie de répondre ce soir ? Bon, ça me rassure. C'est une attaque qui ne pourra se porter que sur moi, puisque je crois que dans les quelques candidats qui se présentent, je dois être le seul à avoir publié de nombreux ouvrages. Anticipant sur la chose, il y a quelques semaines, j'ai soumis tous mes ouvrages à un institut qui est spécialisé dans la question, qui s'appelle Compilatio, qui a vérifié tous mes ouvrages. Dans les documents, les éléments dont vous parlez récemment, je trouvais étonnant d'ailleurs qu'une phrase soit citée. On a excipé qu'une phrase d'un de mes ouvrages était reprise d'une interview de Henri Guénaud. Il se trouve 2 choses. Un, Henri Guénaud, cette interview l'a donnée 6 mois plus tard. Et deuxièmement, dans la phrase suivante dans mon livre, je citais de tête, je n'ai pas en tête exactement, ça doit être ça, en référence à un déjeuner lumineux avec Henri Guénaud. C'est-à-dire que même une citation qu'il m'a faite au cours d'un déjeuner, je l'ai citée, je l'ai reprise. Je crois que la question que vous soulevez est importante, parce que, en fait, lorsque le Talmud, dans Megillah, qui énonce une parole au nom de quelqu'un, apporte de la délivrance dans le monde, c'est une question d'honnêteté, de sincérité, d'engagement. Je crois que
On peut dire ce qu'on veut, mais je crois que le fait d'écrire quelque chose vous engage, et voilà, je tiens à disposition de qui en a besoin. D'ailleurs, le consistoire nous a même demandé de donner nos diplômes. On donnera aussi, s'il le faut, les vérifications de mes ouvrages. Dernière question, je vais vous demander de répondre rapidement. Oui. Pour tous ceux qui vont voter pour élire le Grand Rabbin de France et qui nous écoutent ce soir, qu'avez-vous envie de leur dire pour les convaincre que vous êtes peut-être le meilleur candidat? Ça ne veut pas dire que je sois le meilleur candidat, il s'agit de dire chacun d'entre les votants a une responsabilité, de savoir qu'est-ce qu'il veut porter comme message, comme idée. Ma conviction profonde, c'est que le judaïsme et la France doivent fonctionner ensemble. C'était l'idée du grand rabbin Kaplan. J'ai écrit la biographie du grand rabbin Kaplan. Cet homme incarnait parfaitement les valeurs du judaïsme et les valeurs de la France. Être capable de prendre les valeurs du judaïsme, les paroles de la Torah, et de les exposer devant des députés, devant des sénateurs, devant des ministres, devant des gens qui vont essayer d'intégrer ça dans le génie que compose la France. C'est ça ce que j'ai toujours essayé de porter, tout le temps, partout. Et je continuerai à le faire, et si j'arrive à convaincre tous les votants qu'avec eux, je veux essayer de réenchanter le judaïsme en France. Chaim Corsia, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes aumônier général des armées et de l'époque de l'école. Je vous souhaiter avec quelques heures d'avance un bon Yom Yerushalayim. Ouais, Yom Yerushalayim et Shavuot également. Et je rappelle que vous êtes candidat au poste de Grand Rabbin de France pour les élections du 22 juin prochain. Merci d'avoir été en direct avec nous. À très bientôt, au revoir.